Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'un des épisodes les plus bouleversants de la saison, car l'épisode 1234, diffusé ce mardi 5 août 2025, signe un véritable séisme émotionnel à l'Institut Auguste Armand. Des vérités longtemps enfouies éclatent enfin, des relations se brisent, et le rêve du championnat vole littéralement en éclats. Dans l'ombre d'une cuisine familière, Clotilde confronte Lucille dans un duel à cœur ouvert, où chaque mot pèse le poids du passé. Lucille, acculée, vacille, et Ferdinand découvre avec horreur que sa propre mère a saboté l'Institut. Une trahison qu'il ne pourra jamais oublier ni pardonner. Et ce n'est que le début. Alors que Lou explose face à l'ingérence constante de Colline, que Joséphine révèle ses blessures profondes à Bérénice, et qu'Alice claque la porte, brisée, épuisée, trahie, Tessier fait face à un ultimatum glaçant de Delobel. Si l'Institut ne remporte pas la finale, je coupe tout. Le championnat? Annulé. Les élèves? Perdus entre désillusion et retour à la réalité. Et dans le silence brûlant de Castelmont, deux frères s'affrontent sans jamais se reconnaître, pendant que des confidences au coin du feu donnent naissance à un dessert aussi sauvage que poétique. Cet épisode est un crescendo d'émotions. Rien ne sera plus jamais comme avant. Alors installez-vous bien, car ce que vous allez découvrir c'est bien plus qu'un simple résumé. C'est une plongée dans les failles, les luttes et les choix déchirants de ceux qui, coûte que coûte, veulent encore croire en eux. Dans la lumière tamisée de la cuisine, l'atmosphère est tendue, comme si l'air lui-même pesait entre les deux femmes. Clotilde, droite, les bras croisés, choisit ses mots avec soin. Elle ne vient pas en ennemie, mais en sœur, en mère, en femme qui comprend ce que c'est que de vouloir protéger les siens mais qui ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Lucille, elle, a ce regard figé, presque glacé, celui de quelqu'un qu'on pousse dans ses retranchements. Elle sait que la vérité rôde, qu'elle n'a plus beaucoup de murs derrière lesquels se cacher. Clotilde inspire doucement, comme pour désamorcer ce qu'elle sent venir. Je ne veux pas que cette famille explose pas à cause d'un secret aussi vieux. On peut encore recoller les morceaux, Lucille. Mais pour ça, il faut qu'on parle honnêtement. Lucille détourne le regard, presque agacée. Elle pose nerveusement sa tasse vide sur le plan de travail. Ses gestes sont trop secs pour être anodins. Clotilde avance doucement. Dis-moi juste une chose, depuis quand tu sais pour Léonard? Et là, sans transition, le masque tombe, remplacé par la fureur blessée d'une femme qui se sent acculée. Arrête avec tes soupçons dégueulasses, Clotilde. La phrase claque comme une gifle, sèche, brutale, jetée pour faire mal, pour faire taire. Mais Clotilde ne bouge pas. Elle encaisse, en silence, les yeux dans ceux de Lucille. Derrière cette colère, elle voit autre chose. Une peur. Une honte peut-être. Ou simplement l'usure d'un secret trop longtemps porté. Car elle le comprend à cet instant, Lucille savait depuis toujours. Et ce qu'elle défend aujourd'hui, ce n'est pas une vérité, mais une illusion qu'elle s'est racontée pour survivre. Le matin s'était annoncé doux, presque complice. Lou, avec un soin discret mais sincère, avait préparé des barres de céréales maison pour Joséphine, un petit geste, presque rien, mais qui disait tout, l'attention, l'envie de faire plaisir, le plaisir simple d'un moment partagé hors du tumulte de l'Institut. Quand elle les découvre, ses yeux s'éclairent brièvement. Elle n'a pas besoin de mots, un sourire suffit, suivi d'un regard qui reste un peu trop longtemps accroché au sien. Pour une fois, ils espéraient une bulle. Un entre-deux. Un petit instant à eux, sans bruit, sans règles, sans chrono. Mais cette parenthèse ne dure que quelques battements de cœur. Car avec la régularité d'un orage qui s'invite un jour de pique-nique, Colline surgit. Colline, la tornade. Colline, l'imprévisible, qu'il surnomme déjà en riant Jaune l'insupportable. Et fidèle à elle-même, elle ne vient pas les déranger, non. Elle vient organiser leur journée. Allez, initiation pêche et cueillette. On va pas végéter comme deux marmottes en rut, non? Et déjà, elle brandit un seau, un filet, un sifflet peut-être. Joséphine jette un regard amusé à Lou, qui lève les yeux au ciel avec une résignation mêlée de tendresse. Il aurait aimé ce moment à deux, mais il sait aussi que Joséphine rit plus fort quand Colline est dans les parages. Et que peut-être,
Quelque part, elle l'envie aussi un peu, cette fille qui ne doute jamais. Alors il attrape son sac, tend une barre de céréales à Colline, c'est maison, mais pas garantie anti-crise d'ado, et se met en marche. La journée ne sera pas ce qu'il avait prévu, mais peut-être qu'entre deux fougères, il trouvera malgré tout un peu d'intimité volée. Ferdinand surgit dans la pièce sans avoir été annoncé, porté par une intuition sombre, cette sensation sourde que quelque chose lui échappe depuis trop longtemps. Il s'arrête net en entendant les voix de ses parents, tendues, nerveuses, presque étouffées. Les mots ne sont pas faits pour lui, mais ils résonnent comme des claques, Lucille. Sabotage. Enfermement. Zoé. Léonard. Un frisson glacé lui traverse la nuque. Son cœur tambourine, non pas de peur, mais de rage contenue. Le puzzle s'assemble d'un seul coup trop vite, trop violemment. Lucille. Sa propre mère. C'est elle qui a voulu détruire l'Institut Auguste Armand. Elle, qui a tiré les ficelles dans l'ombre, qui a manipulé, calculé, et piégé deux élèves dont son propre fils ignorait encore récemment le lien de sang. Ferdinand s'avance lentement, le visage fermé. Sa voix, quand elle sort enfin, est tranchante, presque méconnaissable. C'est toi qui as tenté de faire virer l'Institut. C'est toi qui les as enfermés? Lucille se fige, pâlit, mais ne nie pas. Elle tente un mot, une justification, un geste de mère, mais Ferdinand recule, comme si son contact était devenu brûlant. Dans ses yeux, plus de confiance. Juste un abîme de trahison. Tu t'es servi de moi, de tout le monde, tu as tout foutu en l'air. Tu t'es servi du championnat comme d'un champ de guerre. Et tout à coup, il le comprend, le championnat n'a plus aucun sens. Ce rêve pour lequel il s'est battu, cette reconnaissance qu'il voulait arracher à son père, à ses pères, tout cela est souillé par les magouilles, les mensonges, et désormais, par le visage de sa propre mère. Il détourne les yeux, le souffle court, les poings tremblants. Je me fiche du championnat. Je me fiche de Castelmont. Je me fiche de vos histoires. J'en ai fini. Et sans attendre de réponse, il sort, le cœur ravagé, prêt à tout remettre en question. Lucille sent l'étau se resserrer autour d'elle. Clotilde n'a peut-être pas encore toutes les preuves, mais son regard, sa posture, sa façon de formuler les phrases, chaque mot est une menace voilée. Lucille le sait, le sent, elle est sur le point de tomber. Et cette idée la rend folle. Dans un mouvement fébrile, elle déambule dans sa cuisine, les gestes saccadés, les pensées embrouillées. Elle murmure des phrases à demi-voix, comme pour conjurer ce qui arrive, il faut que ça s'arrête. Je ne veux pas que tout explose. Sa peur est plus forte que sa colère. Ce n'est plus une question d'orgueil ou de stratégie, c'est la panique brute d'une femme acculée, à qui l'on est en train d'arracher son contrôle. Pendant ce temps, à des kilomètres de ses angoisses de trahison, Alice lutte dans une autre forme de chaos, le monde impitoyable des fournées de madeleines. Le plan était simple, préparer des dizaines de madeleines fourrées pour honorer une double commande, sauf que rien ne se passe comme prévu. Les moules collent, la pâte déborde, et surtout, personne n'aide. Alice tente d'improviser une équipe. Pénélope, toujours fidèle, accepte avec un soupçon de résignation dans la voix pendant que Gary invente un soi-disant rendez-vous chez le dentiste, un sourire en coin, à peine crédible. Matteo, quant à lui, adopte la tactique du caméléon, rester immobile, invisible, en espérant que personne ne lui confie un saladier. La cuisine devient une comédie désorganisée. Alice, sous tension, commence à s'agacer. Elle ne comprend pas pourquoi Pénélope rigole dans son coin au lieu de l'aider, elle ne voit pas qu'elle lit un message léger, un simple moment d'échappée joyeuse dans le tumulte. Le ton monte. Alice lâche une remarque acerbe. Pénélope prend sur elle, mais la blessure est là. Puis arrive Stanislas, les bras ouverts, prêt à donner un coup de main. Mais Alice, encore en colère, le rejette sans ménagement. Elle ne veut plus personne dans ses pattes, même ceux qui tendent la main avec bienveillance. Et dans cette cuisine devenue champ de bataille sucré, Alice réalise, sans encore se l'avouer, qu'elle est en train de se couper de tous, au moment même où elle aurait le plus besoin d'eux. Sous les voûtes encore tièdes du château de Castelmont, l'annonce tombe comme un coup près. Étienne et Lucille, raides comme des statues,
viennent devant les équipes réunies pour livrer leur verdict, un incident technique, disent-ils. Un dysfonctionnement inexpliqué aurait rendu tout le matériel inutilisable. Mais ce n'est pas une simple panne, c'est la goutte de trop, ajoute-t-il, le dernier maillon d'une chaîne de sabotage et de tensions insupportables. Alors, la décision tombe, brutale, irrévocable, la finale du championnat est annulée. Un silence étouffant s'installe, vite balayé par la voix glaciale de Tessier qui claque comme un fouet. Quelle coïncidence, ça tombe à pic, n'est-ce pas, Étienne ? Le ton est venimeux, chargé de sous-entendus. Derrière ces mots, une colère froide, presque plus meurtrière que l'explosion. Tessier voit clair dans ce théâtre d'excuses techniques, il n'y croit pas une seconde. Pour lui, c'est une manière élégante d'effacer les traces d'une magouille, d'éviter le scandale. Étienne, lui, garde son masque impassible. Mais dans ses yeux, un éclat de fatigue trahit peut-être ce qu'il refuse encore de dire. À quelques mètres de là, loin du tumulte, un autre moment se joue. Plus doux. Plus vrai. Léonard et Ismaël, dos au château, regardent l'horizon au loin, comme pour échapper au chaos de ces derniers jours. Léonard baisse les yeux, cherche ses mots. Il n'a jamais été très doué pour parler de lui, encore moins de ce qu'il ressent. Mais cette fois, il y parvient, sans détour. J'espère qu'on se reverra. Un sourire discret éclaire le visage d'Ismaël. Il répond qu'il a de la famille du côté de Nîmes, qu'il passera. Il le promet. Et alors, dans un souffle presque timide, Léonard lâche ce qu'il n'avait encore jamais osé formuler à haute voix. T'as été ma bouée de sauvetage. Pas besoin d'en dire plus. Ces quelques mots suffisent. Entre eux, une vérité nue, tendre, profonde. Alors que tout autour vacille, ils ont trouvé l'un en l'autre un point d'ancrage. Et dans cet instant suspendu, Léonard comprend que malgré l'abandon, malgré les secrets de famille, malgré la violence des révélations, il n'est plus seul. Le vent du matin caresse doucement les feuilles du parc, mais l'air entre Ferdinand et Léonard est bien plus glacé. Ferdinand s'avance, le regard chargé d'un mélange de tristesse et d'hésitation. Il sait que ce qu'il va dire n'effacera rien, mais il veut au moins partir sans laisser un silence amer derrière lui. Léonard, lui, l'a vu arriver de loin. Il ne bouge pas. Son visage est fermé, les traits tendus par tout ce qu'il a encaissé ces derniers jours, les mensonges, les trahisons, cette vérité lancée comme une bombe qui lui a arraché les fondations. Et maintenant, voilà Ferdinand qui vient lui dire au revoir, comme si ça pouvait suffire à faire taire la douleur. Ferdinand s'arrête à quelques pas. Il cherche ses mots, mais Léonard l'interrompt, d'une voix calme, mais coupante comme une lame. Tu peux dire ce que tu veux mais on n'a rien en commun. Les liens du sang, ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne crie pas. Il ne pleure pas. Il constate. C'est une vérité qu'il s'est forgée à coups de désillusion. Il ne rejette pas Ferdinand avec colère, mais avec une lucidité presque douloureuse. Ce frère qu'on lui impose n'existe pas pour lui. Et dans ses yeux, il n'y a pas de haine. Juste une fatigue immense, celle de quelqu'un qui en a assez qu'on vienne lui imposer ce qu'il devrait ressentir. Ferdinand encaisse sans répondre. Il baisse un instant les yeux. Peut-être qu'il s'attendait à ça. Peut-être qu'il espérait autre chose. Mais il comprend, à ce moment-là, qu'on ne force pas un lien. Et qu'entre eux, il faudra bien plus que quelques aveux tardifs pour espérer construire quoi que ce soit. Alors il tourne les talons. Et s'éloigne. Sans promesse. Sans rancune. Juste avec le poids du silence que Léonard lui laisse. Le soleil commence à décliner doucement sur le lac, étirant des reflets dorés sur l'eau calme. La séance de pêche, qui devait être un moment tranquille et convivial, vire peu à peu à l'agacement. Lou, concentré depuis un long moment, sent enfin une traction sur sa ligne. Ses yeux s'illuminent. Il remonte le fil avec excitation, sous les regards de Colline, Bérénice et Joséphine. Lorsqu'il extrait le poisson de l'eau, un sourire de fierté éclaire brièvement son visage. Mais à peine le temps de savourer cet instant que Colline s'approche, attrape le poisson et le rejette immédiatement dans l'eau, sans un mot. « Mais pourquoi t'as fait ça ?» s'écrie Lou, choqué. Son ton monte. Il ne comprend pas.
Il a attendu ce moment, il voulait le montrer, peut-être même le cuisiner. Mais Colline, fidèle à elle-même, a imposé son choix sans concertation. Il craque, les mots lui échappent. J'en ai marre. Marre de me faire engueuler en permanence, marre qu'on me dise ce que je dois faire ou penser. Le silence tombe. Colline, prise au dépourvu par cette explosion, ne répond rien. Son regard se durcit, puis elle attrape ses affaires et s'éloigne seule, d'un pas rapide, sans se retourner. Lou, encore sous le coup de l'émotion, reste debout quelques secondes, puis s'assoit lourdement, vidée. De leur côté, Bérénice et Joséphine s'échangent un regard mi-gêné, mi-solidaire. Elles s'écartent elles aussi, laissant Lou souffler un peu. Quelques minutes plus tard, à l'ombre d'un arbre, Bérénice et Joséphine se retrouvent toutes les deux. Un moment suspendu, simple, loin des tensions. Elles échangent quelques confidences à voix basse, partagent un petit biscuit resté dans le sac loin de la houle, juste entre elles deux. Sous la chaleur étouffante du début d'après-midi, l'ambiance est tendue dans le local où s'activent encore Gaëtan, Angèle et Alice autour des dernières fournées de Madeleine. Mais cette fois, quelque chose a changé dans le regard d'Alice. Elle ne sourit plus, ses gestes sont saccadés, ses yeux brillent d'une colère sourde. Puis soudain, elle lâche la poche à douille sur la table, essuie ses mains et souffle, la voix tremblante, mais ferme. C'est terminé. Je démissionne. Je vous avais dit que je n'étais pas une machine. Angèle et Gaëtan restent figés, pris de court. Mais Alice, on pensait que tu aimais ça, que t'étais avec nous dans le projet, tente Angèle d'un ton hésitant. Mais Alice la coupe sèchement. Aimer cuisiner ne veut pas dire me faire exploiter. Je faisais ça pour vous aider, pas pour qu'on me colle 250 madeleines sur les bras en 2 jours. Gaëtan, un peu honteux, baisse la tête. Il comprend qu'ils sont allés trop loin. Tu as raison. On a abusé. C'est notre faute, on s'est reposé sur toi au lieu d'agir en équipe. Non, c'est trop tard. J'ai été stressée, angoissée, j'ai mal dormi à cause de cette pression. Je croyais qu'on était amis, pas collègues dans une cuisine d'esclavage. Un silence s'installe. Alice reprend son tablier, le dépose sur le comptoir, et sans un mot de plus, elle quitte les lieux, la tête haute. Son départ laisse un vide immédiat. Gaëtan soupire. Il regarde Angèle, un brin coupable. On a merdé. Angèle hoche la tête. Oui, ils ont oublié l'essentiel, le respect de leur ami. Alice, elle, vient de poser ses limites et cette fois, elle ne reviendra pas en arrière. Sous le ciel lumineux de Calvière, les élèves de l'Institut Auguste-Armand font leur grand retour après les remous intenses du championnat inter-école. Le bus à peine arrêté, les valises à peine posées, une effervescence familière s'empare à nouveau des couloirs, des cuisines et de la cour ensoleillée. Tout le monde semble respirer un nouvel air, celui du soulagement, du retour au foyer même si les derniers jours ont laissé des traces. Lionel, lui, retrouve aussitôt Zoé. Son regard s'illumine à sa vue, et d'un ton léger, il lui propose de fêter leur non-victoire. Un clin d'œil à l'absurdité du concours qui n'a finalement jamais livré son verdict. Mais pour lui, retrouver Zoé saine et sauve vaut plus que n'importe quelle coupe. Le rire de Zoé résonne, léger, dans la cour. Non loin, Léonard, encore marqué par les révélations sur son passé, croise Maya. Elle l'attendait, un sourire tendre accroché aux lèvres. Léonard, malgré les épreuves, semble allégé, comme si revenir ici lui permettait de souffler. Il sourit à son tour, sincèrement. Dans ce décor familier, il retrouve un semblant de paix. Au cœur de l'Institut, dans un coin plus discret, Emmanuel Tessier savoure un autre genre de retour, celui de sa santé. Aux côtés de Constance, il laisse tomber le masque, pour une fois. Son ton est doux, presque joyeux, quand il lui glisse, un brin ému. Je n'ai plus aucun symptôme. Constance, d'abord incrédule, le regarde longuement. Puis, elle esquisse un sourire. Cette annonce vaut 1000 trophées, 1000 titres culinaires. Pour Tessier, la guérison est la seule vraie victoire et elle se partage en silence, dans la tendresse retrouvée de leur couple. L'Institut reprend vie. Et dans l'air flotte une drôle de sensation,
ce n'est peut-être pas la victoire qu'on croyait qui compte. Mais bien ce qu'on ramène à la maison, les liens, les vérités, les résolutions. Alors que le soleil décline doucement sur le bivouac, Joséphine et Bérénice s'éloignent un peu du campement pour ramasser du bois sec. Dans ce calme suspendu, Joséphine sent le moment propice pour se livrer. D'une voix hésitante, les yeux posés sur l'horizon, elle avoue à Bérénice ce qui lui pèse sur le cœur. Lou me plaît vraiment. Mais je peux pas aller plus loin. Pas comme ça. Surprise, Bérénice l'écoute attentivement sans dire un mot. Joséphine poursuit, plus fragile. Je suis une ancienne addicte. J'ai longtemps perdu pied. Et même si ça va mieux aujourd'hui, m'engager, faire confiance, aimer, tout ça me fait encore peur. Le silence s'installe un instant, doux et respectueux. Puis Bérénice pose une main rassurante sur son bras et lui répond avec douceur. Tu n'as pas à te justifier. Tu es forte, Joséphine. Et tu fais déjà un sacré chemin. Tu as le droit de prendre ton temps. Ce moment de vérité, aussi intime qu'apaisant, renforce leur lien. Et alors que les flammes du feu de camp commencent à crépiter derrière elle, Bérénice, l'esprit en éveil, observe les alentours, les pommes de pin tombées au sol, les baies cueillies un peu plus tôt, l'odeur du bois humide. Soudain, une étincelle d'inspiration traverse son regard. Elle se tourne vers Joséphine avec un sourire malicieux. Tu sais quoi? Ce camping me donne une idée pour mon dessert signature, un truc un peu brut, sauvage, mais réconfortant. Comme ce qu'on vit ici. Une nouvelle recette est peut-être en train de naître, fruit d'une amitié sincère, d'un cœur qui se reconstruit, et d'un feu de bois sous les étoiles. Dans le silence tendu du bureau directorial, Delobel attend, assis derrière le bureau de Tessier, les bras croisés, le regard dur et déterminé. Lorsqu'Emmanuel entre, il sent immédiatement que quelque chose cloche. Delobel ne perd pas une seconde et attaque. Tu sais ce qui circule sur les réseaux, Emmanuel? L'Institut Auguste Armand est devenu la risée du championnat. Des commentaires par milliers, des hashtags assassins. Tessier tente de garder contenance, mais son interlocuteur ne lui laisse pas le temps de répliquer. Il hausse le ton, tranchant comme une lame. L'annulation de la finale a tout foutu en l'air. Et maintenant, c'est l'image de l'Institut qui s'effondre. Une école censée former l'élite de la gastronomie française incapable de garantir la tenue d'un simple concours? Puis il se lève lentement, s'approche de Tessier et lâche, d'une voix glaciale. Je suis l'investisseur majoritaire de cette maison. Et je te le dis très clairement, la finale doit avoir lieu. Et elle doit être remportée par Auguste Armand. Ce n'est pas une demande, Emmanuel. C'est une exigence. Un silence lourd s'installe. Si tu ne redresses pas la barre immédiatement, je me retire. Je coupe les fonds. Et tu pourras aller expliquer à tes élèves pourquoi leur avenir s'écroule. Le message est clair. Implacable. Tessier est acculé. Il comprend que plus que jamais, l'avenir de l'Institut repose sur ses épaules et qu'il va devoir jouer très serré pour sauver sa maison. Et voilà. L'épisode 1234 d'Ici tout commence, diffusé le 5 août 2025, nous a offert un sommet de tension dramatique et d'émotions à vif. La vérité a déchiré les masques. Lucille n'a plus nulle part où fuir. Clotilde n'est plus dans le doute, mais dans l'affirmation. Et Ferdinand, le cœur en miettes, refuse désormais de croire en la moindre loyauté familiale. Tessier, malgré sa rémission tant attendue, voit son autorité menacée par un Delobel plus intransigeant que jamais. Alice quitte tout, lasse d'être exploitée au nom de l'amitié, pendant que Lou, humilié, hurle ce qu'il a longtemps gardé en lui. Et dans le silence de la forêt, une ancienne blessure se dévoile, Joséphine, douce et courageuse, révèle son passé d'addiction et ouvre la voie d'une nouvelle forme d'amour, libre, lent, sincère. Malgré la douleur, des liens se créent, des inspirations naissent, des choix se dessinent. L'Institut revient à la vie, mais il n'est plus tout à fait le même. Alors dites-moi en commentaire. Pensez-vous que la finale aura finalement lieu? Lucille peut-elle encore être pardonnée? Ferdinand et Léonard se retrouveront-ils un jour? Abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous avez vibré avec cet épisode et surtout, restez connectés.
car ce qui s'annonce va bouleverser tout l'équilibre d'Auguste Armand. Merci de votre fidélité, à très vite pour un nouveau décryptage. Et surtout prenez soin de vos vérités.